aucun d'entre eux n'a servi dans l'armée. Aucun n'a reçu de formation militaire ou d'ingénierie liée à une spécialité militaire. Un fermier, un médecin, un professeur de mathématiques, un fabricant de phares automobiles, un électricien. Ensemble, ils ont créé des armes et des machines qui ont marqué 2 siècles de guerre. Voici 10 de ces hommes. John Holland. En 1900, son sous-marin devient le premier officiellement adopté par la marine des États-Unis. Il était professeur de mathématiques. Un moine irlandais. Un immigrant sans le sou. Holland est né en 1841 dans le comté de Clare, sur la côte ouest de l'Irlande. Son père servait dans les gardes-côtes. John lui-même entre dans l'ordre des frères chrétiens et enseigne les mathématiques dans les écoles de Limerick et de Drogheda. Il réalise ses premiers plans de sous-marin dès le monastère, de sa propre initiative, sans qu'on le lui ait demandé. En 1873, la maladie le pousse à quitter l'ordre et il émigre aux États-Unis. Il devient enseignant dans une école catholique à Paterson, dans le New Jersey. Le soir, il continue de perfectionner ses plans de sous-marin. En 1875, il envoie son projet au département de la Marine. La réponse du secrétaire à la Marine est brève. Un schéma fantaisiste d'un civil terrien. Il n'y avait pas d'argent. Holland se tourne alors vers la Fraternité Fenienne, une organisation d'émigrés irlandais qui finançait la lutte contre la couronne britannique. Les Féniens voient dans le sous-marin une arme contre la marine royale et lui accordent 23 000 $. En 1878, Holland met à l'eau son premier prototype dans la rivière Passaic. En 1881, un sous-marin grandeur nature équipé d'un tube lance-torpille, surnommé par la presse le Bélier fénien. La marine refuse Holland encore et encore, pendant 20 ans. Il construit 6 prototypes à ses frais et avec l'argent d'investisseurs privés. En 1898, alors que les militaires tardent à se décider, les journaux annoncent que la France et l'Espagne sont prêtes à acheter sa technologie. La marine accélère aussitôt les négociations. En 1900, le sous-marin Holland est officiellement intégré à la marine des États-Unis sous la désignation Holland, sous-marin numéro 1. Suivent des commandes de la marine royale britannique et de la marine japonaise. Le principe sur lequel reposent tous les sous-marins du XXe siècle, des moteurs distincts pour la navigation en surface et en plongée, des réservoirs de ballast, des gouvernails de profondeur arrière, a été mis en œuvre pour la première fois par un professeur de mathématiques de Paterson, à qui la marine avait dit non pendant 20 ans. Richard Gatling. En 1862, il dépose le brevet de la première mitrailleuse à canon multiples au monde. De formation, il était médecin. Il n'avait jamais conçu d'arme de sa vie. Gatling est né en 1818 en Caroline du Nord, a grandi dans une plantation de coton et a consacré l'essentiel de sa vie à des inventions agricoles. Un semoir à riz, un semoir à blé, une charrue à vapeur. En 1850, il obtient un diplôme de médecine, mais ne pratiquera jamais. Quand la guerre de sécession éclate, il observe chaque jour des soldats revenir du front malades, non pas blessés. En 1877, il consigne son raisonnement. Si un seul homme, avec une telle machine, peut remplacer une centaine de soldats, les armées deviendront plus petites et moins d'hommes mourront de maladies dans les campements. Il a emprunté le mécanisme d'alimentation en cartouche à son propre semoir à riz. Le prototype est prêt en 1861. L'armée nordiste refuse. Le chef du bureau de l'artillerie, le général James Ripley, juge l'arme trop inhabituelle. On découvre en outre que Gatling avait fréquenté les réunions d'une organisation soupçonnée de sympathie pour la Confédération, ce qui suffit à lui fermer toutes les portes du ministère de la Guerre. Le général Benjamin Butler achète 13 mitrailleuses à ses frais. L'une d'elles est utilisée pendant le siège de Petersburg au printemps 1865, quelques semaines avant la fin de la guerre. L'armée adopte officiellement la mitrailleuse Gatling en 1866. En 1883, Gatling remplace la manivelle par un moteur électrique. La cadence de tir grimpe à 3000 coups par minute. L'armée juge la conception superflue et la refuse. Le principe des canons rotatifs est déclaré dépassé en 1911. Dans les années 1950, on le fait renaître pour les canons d'avion, seule solution pour atteindre la cadence de tir nécessaire. Aujourd'hui,
Le canon Vulcan à 6 canons embarqués sur le chasseur F-16 tire 6000 coups par minute. Le descendant direct d'un semoir Harry. Samuel Colt. En 1836, il obtient le brevet du premier revolver pratique. Il a eu l'idée à 16 ans, à bord d'un navire marchand, en taillant une maquette dans du bois avec un canif. Colt est né à Hartford en 1814. À l'école, c'est la chimie et les explosifs qui l'intéressent, pas les études. En 1830, il est renvoyé, après qu'une de ses expériences a failli mettre le feu au bâtiment. Son père l'envoie sur un navire marchand en partance pour l'Inde. Pendant la traversée, Colt observe la roue du gouvernail, la façon dont un cliquet la bloque dans la bonne position à chaque tour. À la fin du voyage, il possède une maquette en bois d'un mécanisme à barillet. En 1836, il obtient le brevet américain et ouvre sa première usine à Paterson, dans le New Jersey. L'armée refuse, la marine refuse. Les ventes sont si faibles qu'en 1842, l'usine ferme et le matériel est vendu aux enchères. Pour survivre, Colt parcourt le pays sous le nom de Dr Colt, venu de New York, de Londres et de Calcutta, et fait la démonstration publique des effets du gaz hilarant. Le tournant arrive en 1845. Les rapports du front, au Texas, indiquent que les soldats armés de Colt gagnent des combats qu'ils auraient autrement perdus. Le capitaine de l'armée Samuel Walker se rend en personne chez Colt, et ensemble, ils mettent au point un nouveau modèle. En 1846, le ministère de la Guerre en commande 1000 exemplaires. En 1856, l'usine Colt de Hartford produit 150 armes par jour. Colt meurt en 1862, l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Un homme renvoyé de l'école et envoyé en mer. Benjamin Holt. En 1916, l'armée britannique engage les premiers chars sur la Somme. Le système de chenilles qui leur permet d'avancer sur un terrain labouré a été copié sur un tracteur agricole d'un fermier de Californie. Holt est né en 1849 dans le New Hampshire, fils d'un propriétaire de scierie. En 1883, avec ses frères, il fonde à Stockton une entreprise de machines de récolte. Le problème était concret. Les champs autour de Stockton sont bas, le sol meuble, et les lourdes moissonneuses s'enlisaient. Les roues n'y arrivaient pas. En 1894, Holt commence ses expériences sur le système à chenilles. Le 24 novembre 1904, sur l'île Roberts, on teste le premier tracteur à chenilles réellement utilisable. Le photographe de l'entreprise regarde la machine avancer et dit qu'elle rampe comme une chenille. C'est ainsi qu'est né le nom Caterpillar. En 1914, l'officier britannique, le colonel Ernest Swinton, voit un tracteur Holt sur le front et écrit au ministère de la Guerre que voilà la base d'un véhicule blindé. Les militaires refusent. Churchill, alors premier lord de l'amirauté, se saisit du dossier. En 1916, les premiers chars britanniques entrent au combat sur des chenilles directement héritées de ce que Holt avait conçu pour les marécages californiens. À la fin de la guerre, les Alliés utilisaient 10 000 tracteurs Holt pour tracter l'artillerie. Holt lui-même meurt en 1920, sans jamais vraiment savoir que son tracteur avait changé la tactique de la guerre terrestre. 5 ans après sa mort, l'entreprise fusionne avec un concurrent et devient Caterpillar Incorporated. Barnes Wallis. En 1943, sa bombe détruit les barrages de la Ruhr et inonde les zones industrielles allemandes. Le ministère de la Guerre lui avait dit non pendant 3 ans. Churchill est intervenu personnellement. Wallis est né en 1887 dans le Derbyshire. Son père était médecin généraliste. Wallis n'a pas reçu d'enseignement supérieur au sens classique. À 16 ans, il commence comme apprenti mécanicien sur un chantier naval. Toute sa carrière s'est déroulée dans l'entreprise privée Vickers, d'abord sur les dirigeables, puis sur les avions. Il est devenu ingénieur de conception sans diplôme, par la pratique. En 1941, alors qu'il travaille chez Vickers, il commence, sur son propre argent et sur son temps libre, à développer le concept de destruction des barrages allemands. Il fait ses calculs chez lui. Les premières expériences de projectiles ricochant sur l'eau ont eu lieu dans une baignoire, avec les billes de sa fille. Le ministère de l'Air rejette sa proposition à 3 reprises.
Les responsables de l'aviation qualifient le projet d'irréalisable. Wallis finit par atteindre Churchill par des voies détournées. En février 1943, Churchill ordonne personnellement de poursuivre. Le premier exemplaire fonctionnel de la bombe Upkeep est prêt le 29 avril 1943, 18 jours avant l'opération. Dans la nuit du 16 au 17 mai 1943, 19 bombardiers Lancaster de l'escadrille 617 attaquent 3 barrages sur la Roure. 2 sont rompus. L'inondation détruit des infrastructures sur des milliers de kilomètres carrés. Après la guerre, dans son témoignage, Wallis qualifie l'avion HE-177 de « maudit ». Il en avait conçu la structure chez Vickers avant la guerre et connaissait ses défauts. Les bombes qui tuaient des Allemands et l'avion qui tuait les siens venaient des mêmes mains. Louis Renault. En 1918, son char combat sous les ordres de Patton lors de la première offensive blindée de cavalerie de l'histoire. Il avait par 3 fois refusé aux militaires de s'occuper de blindés. Renault est né en 1877 à Paris, fils d'un marchand de tissus. À 21 ans, il construit dans un atelier sa première automobile de conception personnelle et fonde son entreprise. Dès 1914, Renault est le plus grand constructeur automobile de France. En décembre 1915, le colonel Estienne lui propose de développer un char léger. Renault refuse. Il n'a aucune expérience des engins à chenilles et ses usines tournent à pleine capacité. En 1916, Estienne revient à la charge. Renault refuse à nouveau. La 3e fois, lors d'une rencontre fortuite à l'hôtel Claridge en juillet 1916, Renault accepte. Le ministre de l'Armement, Albert Thomas, n'approuve qu'un seul prototype. Le commandant en chef Joffre ne soutient pas le concept de char léger. La production est validée, reportée, repoussée pendant près d'1 an. Renault tient à une contrainte essentielle, un poids ne dépassant pas 7 tonnes. Les militaires voulaient des machines lourdes. Renault comprenait qu'un engin léger pouvait être produit par milliers. Les 84 premiers chars sont prêts avant la fin de 1917. À l'armistice de novembre 1918, on en compte 3177. Le char Renault a combattu dans 28 armées à travers le monde, dans 18 conflits, jusqu'en 1907. Sa disposition, conducteur à l'avant, tourelle au centre, moteur à l'arrière, est devenue la norme de toute la construction de chars du XXe siècle. Un industriel de l'automobile, qui avait refusé 3 fois une commande militaire, a créé le premier char moderne. Igor Sikorsky. En 1913, il construit le premier avion quadrimoteur au monde. Il l'a conçu comme un luxueux avion de ligne, avec des fauteuils en osier, une cabine avec couchette, un lavabo et les premières toilettes de l'histoire de l'aviation à bord. L'armée en a fait un bombardier. Sikorsky est né en 1889 à Kiev, fils d'un professeur de psychologie. À 12 ans, il construit son premier hélicoptère jouet en caoutchouc. À 14 ans, il entre à l'école navale militaire de Saint-Pétersbourg, mais l'abandonne 2 ans plus tard, l'ingénierie l'intéressant plus que la marine. Il étudie à Paris, puis à l'Institut Polytechnique de Kiev. Il construit et fait voler lui-même ses premiers avions, sur son propre argent. En 1912, il est engagé comme ingénieur en chef aux usines de wagons Russo-Balt. En 1913, Sikorsky construit le Grand, le premier avion quadrimoteur au monde. Suit ensuite l'Ilya Mouromets, encore plus grand et plus confortable. En juillet 1914, l'appareil effectue un vol aller-retour de Saint-Pétersbourg à Kiev, 1200 km. Quelques jours plus tard, la guerre éclate. L'armée commande aussitôt 10 appareils, non pas comme transport de passagers, mais comme bombardiers. Plus de 70 Mouromets sont construits pendant la guerre. Ils effectuent plus de 400 missions de combat et larguent 65 tonnes de bombes. Sur toute la période, un seul appareil a été perdu au combat aérien. Aucun autre pays au monde ne disposait de rien de comparable avant 1916. En 1918, Sikorsky fuit la Russie révolutionnaire. On l'informe que l'ordre de son exécution est déjà signé. En 1919, il arrive à New York avec 600 $ en poche et une montre en or offerte par le tsar. Pendant plusieurs années, il enseigne les mathématiques aux émigrés russes. En 1923,
Il fonde une compagnie aéronautique dans un poulailler de Long Island avec le soutien financier du compositeur Sergueï Rachmaninov qui investit $5000. En 1939, il construit et fait décoller lui-même le premier hélicoptère pratique des États-Unis. La configuration à un rotor principal et un rotor de queue, qu'il a choisi, est devenue la norme de tous les hélicoptères du monde. Robert Whitehead. L'un des premiers navires coulés par une torpille au combat sombre en 1878. L'arme a été conçue par un mécanicien anglais qui concevait des métiers pour les usines de tissage de la soie. Whitehead est né en 1823 à Bolton, fils d'un blanchisseur de coton. À 14 ans, il est placé en apprentissage chez un ingénieur mécanicien à Manchester. À 21 ans, il part pour la France concevoir des équipements pour les chantiers navals. Puis Milan pour des métiers à tisser la soie. Puis Trieste pour les machines à vapeur. En 1856, il devient directeur d'une usine de construction mécanique à Fiume, sur la côte adriatique. L'usine construisait des chaudières et des moteurs à vapeur pour les navires de guerre autrichiens. En 1864, un officier de marine autrichien à la retraite, Giovanni Luppis, vient le voir avec un appareil rudimentaire, une charge flottante téléguidée en surface. Luppis souhaitait de l'aide pour le perfectionner. Whitehead examine la conception et propose une approche radicalement différente. En 1866, il présente à la marine autrichienne la première torpille autopropulsée au monde. 3,50 m de long, air comprimé, vitesse de 7 nœuds, portée de 200 mètres. La marine autrichienne achète les droits de production en 1869. La marine royale britannique en 1871. La France, l'Allemagne et l'Italie en 1873. Le premier emploi au combat a lieu le 16 janvier 1878 pendant la guerre russo-turque. Des vedettes lance-torpilles russes coulent le vapeur ottoman Intiba. Dès 1880, les marines de 20 pays avaient acheté ces torpilles. L'historien Edwin Gray a écrit à propos de Whitehead que cet ingénieur anglais, peu connu, avait eu sur la tactique des batailles navales et la conception des navires de guerre plus d'influence que tous les amiraux du monde réunis. Il meurt en 1905 dans sa propriété du Berkshire, un fabricant de métiers à tisser la soie originaire de Bolton. Hiram Maxim. En 1884, un électricien américain installé à Londres construit la première mitrailleuse entièrement automatique au monde. Aucune formation militaire, aucune expérience des armes. À 60 ans, il reçoit le titre de chevalier des mains de la reine Victoria. Maxime est né en 1840 dans le Maine, fils de fermier. Son instruction, 5 ans dans une école rurale à classe unique, puis apprenti carrossier à 14 ans. À 30 ans, il était ingénieur en chef d'une compagnie américaine d'éclairage électrique, rivalisait avec Edison pour le brevet de la lampe à incandescence et présentait ses travaux à l'exposition électrique de Paris en 1881. Un Américain inconnu s'approche alors de lui et lui dit d'abandonner ses lampes électriques. S'il veut s'enrichir, qu'il invente quelque chose qui aidera ces Européens à s'entretuer plus commodément. Maxime suit le conseil. Il reste à Londres, loue un atelier à Hatton Garden et se met au travail. L'idée clé lui vient de l'enfance. Un jour, le recul d'un fusil de chasse l'avait renversé. Il comprend que cette énergie peut servir à la réalimentation automatique. Le premier prototype de mitrailleuse est prêt en 1884, un seul canon, 250 coups par minute. L'armée britannique se montre sceptique. Pourquoi dépenser 50 balles quand une seule suffit? L'armée des États-Unis refuse. Ravitailler une telle arme en première ligne est impossible. Maxime transporte lui-même sa mitrailleuse à travers l'Europe, la présentant aux monarques, aux généraux, aux commissions militaires. En 1887, le Kaiser Guillaume II observe les essais en personne et déclare que c'est la seule vraie mitrailleuse. L'Allemagne adopte la mitrailleuse Maxim en 1899. Dès 1914, elle équipait les deux camps. Sur la Somme, en 1916, les mitrailleuses du système Maxim tuent 60 000 soldats britanniques en une seule journée. Maxim meurt le 24 novembre 1916, quelques jours avant la fin de cette bataille.
David Bushnell. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1776, un homme, dans un œuf de bois actionné à la main, se glisse sous le vaisseau amiral de la flotte britannique dans le port de New York. Jusqu'à cet instant, aucun sous-marin dans l'histoire n'avait attaqué de navire de guerre. L'inventeur était le fils d'un fermier du Connecticut, un étudiant de Yale. Il avait 36 ans. Bushnell est né en 1740 à Saybrook, l'aîné de 5 enfants. Son père était fermier. Jusqu'à 30 ans, Bushnell a lui-même travaillé la terre. À la mort de son père, il vend sa part de l'exploitation à son frère et part étudier avec l'argent obtenu. En 1771, à 31 ans, il entre au collège de Yale pour étudier les mathématiques. Pendant ses études, il démontre ce qu'on jugeait impossible. La poudre à canon peut exploser sous l'eau. Il mène cette expérience devant ses camarades, qui s'enfuient terrifiés. En 1775, il sort diplômé de Yale. En avril de la même année, la guerre d'indépendance commence. Bushnell rentre chez lui et se met à construire un engin sous-marin. Il assemble la structure à partir de poutres de chêne en forme de 2 carapaces de tortue reliées entre elles, d'où le nom de l'appareil. 7 pieds de haut, 3 pieds de diamètre, une place pour un seul homme. Le mouvement se fait par pédale actionnant une hélice. La navigation dans le noir se fait au compas, dont les aiguilles sont enduites d'un champignon bioluminescent. À l'extérieur, un tonnelet contenant 150 livres de poudre relié à un mécanisme d'horlogerie. Benjamin Franklin examine personnellement l'appareil et transmet les informations à Washington. Le gouverneur du Connecticut accorde 60 livres sterling pour poursuivre les travaux. Washington autorise l'opération et qualifie l'invention d'effort de génie. En 1776, la flotte britannique contrôlait le port de New York, la plus grande force expéditionnaire jamais rassemblée par la Grande-Bretagne. 32 000 soldats, des centaines de navires. Le frère de Bushnell devait piloter l'engin, mais il tombe malade la veille de l'opération. On trouve un volontaire, le sergent Ezra Lee, formé en hâte en quelques jours. À 11 h du soir, le 6 septembre 1776, Lee s'installe dans la Tortue et commence à pédaler en direction du vaisseau amiral britannique l'Eagle. 2 heures dans le noir. À l'aube, il atteint la coque du navire, plonge et tente de visser la charge explosive dans le bordé. La coque s'avère être doublée de cuivre, la mèche ne mord pas. Lee tente une seconde fois, perd son orientation, remonte à la surface à la lumière du matin et se fait repérer. Pris de panique, il détache le tonnelet de poudre et prend la fuite. 1 heure plus tard, le tonnelet explose dans l'East River, prouvant que l'arme fonctionne. Le navire est indemne, la mission a échoué. 2 autres tentatives d'attaque contre des navires britanniques en octobre 1776 échouent également. Ensuite, les Britanniques coulent la Tortue avec le navire qui la transportait. Bushnell affirmait l'avoir remonté du fond, mais on ignore ce qu'il est advenu de l'appareil par la suite. Washington écrit à Jefferson que Bushnell est un homme aux grandes capacités mécaniques et à l'inventivité inépuisable. Après la guerre, Bushnell disparaît. Il s'installe en France, puis réapparaît en Géorgie sous le nom de David Bush, enseignant les mathématiques et exerçant la médecine. Il ne révèle sa véritable identité que dans son testament, en mourant en 1824. Parmi ses affaires, on trouve un mécanisme curieux, probablement la maquette d'une torpille. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Proposez vous-même la prochaine histoire.